bienvenue. Aujourd'hui, Beit Cheikh Maison Poésie Farouara, c'est elle qui organise cet événement au diocèse pour Clary Saint-Denis. Nous invitons aujourd'hui, on a un invité de marque, M. Djolali Abdelzak, qui nous vient d'Alger, n'est-ce pas? C'est une première fois, je crois, et ça me fait plaisir d'avoir initié cette rencontre. Il va nous présenter une conférence intitulée Pluralité linguistique en Algérie et unité nationale, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Avant de commencer son exposé, sa communication, j'aimerais bien faire pour ceux qui ne connaissent pas ce grand monsieur, je vais faire une petite présentation. Une petite parce qu'il m'a envoyé un CV des plus riches. Croyez-moi, il est très riche et très long. Je vais essayer de choisir quelques stations, quelques éléments. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas choisi, mais pas important, c'est juste, c'est un choix. Alors, Doulaïr de Nasser, il est le grade actuel, c'est un professeur en sciences du langage et traductologie. Il est consultant professeur au master économie et prospective, professeur invité en sciences de l'éducation Paris 10 en 2003. Il est entre autres aussi directeur du Centre national pédagogique et linguistique pour l'enseignement du Tamazight. Il est docteur Sorbonne Nouvelle Paris 3 et il a présenté une thèse de discours idéologique arabe contemporain. Il a un magistère en linguistique. Quoi d'autre? Il est entre autres membre du prix Mohamedi de l'Académie de Mohamedi de Assajabad. Il est membre de l'Académie africaine des langues, président du point focal Afrique du Nord. Il est aussi président et organisateur de 13 colloques internationaux sur la normalisation de la langue tamazight entre 2006 et 2019. Rien que ça. Il a des dizaines de publications à son actif, pas la peine de les énumérer. Il a des travaux. Il a déjà écrit 3 titres. Les malaises de la société algérienne et je ne suis pas préparée. On se demande. Je n'aurai pas tout le monde tout à l'heure. Alors, ces travaux, alors il y a des dizaines de publications, bien sûr, mais aussi il a les malaises de la société algérienne. Voilà. Il a aussi pensé les langues en Algérie, c'est un essai. Il a aussi ce travail collectif multiculturalisme et unité nationale des langues et des cultures en Algérie, l'unité dans la diversité. Il a aussi le dictionnaire des langues de moindre diffusion de cadre tamazight en 2016. Un ouvrage aussi de Ferdinand de Saussure à Chomsky, essai de présentation critique des théories linguistiques en 2015. Il a aussi l'aménagement du tamazight en 2011. Culture populaire, culture nationale 2002. Et aussi, il a un c'est ça. Études
Merci pour cette présentation. Peut-être quelques corrections. Je ne suis plus membre de l'ACALAN depuis 2017. L'ACALAN, c'est l'Académie africaine des langues. L'Académie. Ils sont tous un peu cabossés. Micro. Ça marche pas? Ça marche bien? Non. C'est pareil. Donc, je crois qu'ils sont. Celui-là, je pense pas. Donc, je ne suis plus dans cette Académie africaine des langues depuis 2017 pour des raisons très simples. C'est que la CALAN, finalement, n'est pas une institution d'académiciens. Ce sont, disons, des chercheurs qui sont affectés pour représenter leur pays. Donc, ils ne représentent pas, ou eux, la science. Ils sont là pour représenter un pays. Donc, ils parlent de la politique et à partir de la politique de leur pays. On a essayé d'introduire avec d'autres collègues africains de changer un peu les approches. Ça n'a abouti à rien. Finalement, on peut faire un argent qui est réuni et un budget qui était dépensé de manière par moment confuse. En tout cas, on ne rendait pas compte de ça. Le plus important, c'est que je suis, comme cette conférence, je suis maintenant en train d'essayer de faire beaucoup plus la conclusion de ma vie universitaire, la synthèse de ma vie universitaire. Donc nous avons, avec mon ami Elkissem, on a un ouvrage qui probablement sera publié probablement durant ce mois de juillet en Angleterre, qui est bien sûr en langue anglaise et qui a réuni des chercheurs algériens, tunisiens, marocains, de la diaspora ou de l'intérieur du pays sur le conflit linguistique. Là aussi, évidemment, comme tout le monde peut comprendre, avec la présentation de certains de mes livres, on est un peu à la conclusion. On essaie de comprendre pourquoi y a-t-il conflit linguistique dans ces trois pays plus particulièrement, alors que c'est des pays qui se ressemblent énormément. Donc, cette conférence rentre, j'en ai 3 ou 4, elle rentre dans le cadre de cette tentative de synthèse et de compréhension de la manière dont sont abordées les questions linguistiques dans ces pays. Alors, on commence d'abord par affirmer que la situation sociolinguistique n'est jamais monolithique. Elle est toujours plurielle. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye aussi, mais c'est un problème un peu plus spécifique. Et d'où vient le problème justement de ce conflit? C'est parce que d'un côté vous avez la politique linguistique qui est monolithique et de l'autre côté vous avez la réalité qui est plurielle. Donc il y a conflit nécessairement et on a voulu à partir donc de postures idéologiques pour l'Algérie, il y a plus ou moins, c'est depuis 1926 et 1949, dans le PPA-TID, on a essayé en fait d'imposer une vision donc monoculturelle de la société algérienne. Et la société elle-même ne pouvait pas rentrer dans ce livre. Donc l'objectif pour les tenants si vous voulez, des pouvoirs publics,
c'était de faire en sorte que ce pluriel devienne nécessairement un. Donc, ça n'est pas une dialectique de l'un et du multiple, mais un truc complètement inversé. Il fallait que le multiple devienne un. Et cette question était posée à partir, si vous voulez, de postures politiques, donc d'unification. Même si on reste pluriel, il y a un risque de division, il y a une espèce d'approche très physiologique de la question linguistique et de la question culturelle. Donc, notamment, on nous a répété à satiété cette histoire de Faber-Castell de diviser pour régner. Donc, pour eux, le fait que la réalité, ça fait partie de notre idéologie, c'est la réalité. Le fait que la réalité soit plurielle était problématique et qu'il fallait absolument le supprimer. C'est pour ça qu'en fait, la planification linguistique ou la politique linguistique, je parle plus de l'Algérie, mais en fait, ça s'est passé à peu près de la même façon au Maroc et en Tunisie, c'est-à-dire les trois grands pays de ce qu'on appelle le Maghreb. Donc la planification linguistique a été essentiellement déréalisée. Donc elle n'était pas en rapport avec ce qu'il y avait dans la réalité. Donc, bien évidemment, quand vous êtes dans la société, quand vous êtes un élément quelconque de la société, vous ne vous retrouvez pas, ni dans le discours politique des officiels. Et ça, c'est un peu malheureux de voir que le discours politique officiel partait dans un sens, c'est pas seulement le point de vue, c'est la langue. Et que les représentations de la société allaient dans une autre. Donc il fallait qu'il y ait une solution pour cela. La solution pensée par pratiquement tous les intellectuels dits arabes de l'époque était l'unité arabe. Donc c'était le nationalisme et les autres théories des arabistes de gauche, etc., qui voulaient que les gens soient d'abord arabes et ensuite arabes, que les gens, par exemple, les peuples d'origine phénicienne oublient leur félicité, que les Égyptiens ne soient plus égyptiens mais arabes, que les Palestiniens soient arabes, pas de rapport avec les Cananéens, que les Amazirs soient seulement arabes et non pas amazirs. Il fallait absolument détacher les gens de ce qui faisait leur être réel. Le compte, c'est que dans cette volonté d'unification, on oublie que les représentations identitaires, elles ne dépendent pas seulement du discours officiel. Le discours officiel peut dire ce qu'il veut, mais la réalité, c'est elle qui s'impose. Moi, je suis chez moi, par exemple, je suis dans le capitule, je parle oranais, je parle mozambique ou autre chose. C'est ça la réalité, et c'est ça ma réalité. C'est là le domaine dans lequel je vis et en principe j'évolue. Donc quand on me dit vous êtes arabe, je me gratte un peu la tête et je me dis oui, arabe, ça signifie quoi? Ça signifie que moi je dois oublier. Donc en fait, ces discussions n'ont pas eu lieu. Les gens ne voulaient pas que les gens discutent de ces questions, ni scientifiquement ni autrement. Il fallait seulement appliquer des règles. Alors ça n'a pas seulement influé sur la société, ça a influé sur les gens qui sont aussi spécialistes du domaine, sur les sociolinguistes par exemple.
femmes, qui ne vous parleront jamais d'un élément qui est fondamental dans la méthodologie du domaine, c'est la notion de répertoire linguistique. Donc quand on dit répertoire, ça renvoie nécessairement au pluriel. Mais en même temps, ça renvoie à une réalité qu'il faudra accepter. Et non pas nier, parce que quand on la nie, elle ne change pas, elle reste là. Depuis le temps qu'on nie, par exemple, la majorité en Algérie et même au Maroc, ont utilisé encore davantage. Ils se sont réveillés très récemment. Le fait d'avoir nié ça, ça n'a pas empêché que ça existe. Que les gens ont continué à parler leur langue, que les gens ont continué à chanter leur langue, à chanter leur culture, etc. Donc c'est toute la question est là. Le divorce allait crescendo, chaque jour un peu plus. Et d'ailleurs, plus l'amélioration des conditions sociales et économiques des citoyens avançait, plus les gens s'intéressaient de plus en plus aux questions culturelles et aux questions identitaires. Donc, au lieu que les sociolinguistes attirent l'attention sur la notion de répertoire, et donc nécessairement l'oralité, eh bien, ils ont adopté des grandes lois sur l'arabisation édictées notamment après la réforme de l'école en 71 et les diverses lois de 93, de 95, etc. Donc, on commençait directement à parler de la langue arabe. Et on l'appelle langue arabe. Langue arabe, kafa. On n'essaie pas de spécifier davantage. Je crois que là-dessus, dans ce livre, pour traiter des dénominations des langues dans le répertoire linguistique de la société algérienne. Alors qu'il suffisait tout simplement d'utiliser d'autres concepts de la sociolinguistique pour régler ce qui propose, je peux l'expliquer ainsi. Il suffisait tout simplement de dire qu'il y a des langues qui appartiennent à des domaines d'utilisation. C'est le domaine d'utilisation. Mais je l'ai existé avec. Donc, le domaine d'utilisation de l'arabe algérien, il est utilisé entre Algériens en dehors du domaine formel. C'est-à-dire en dehors de l'école, en dehors de la recherche, en dehors, etc. Dans les relations interpersonnelles. Bon, notre ami Rabah a postulé quand même cette idée en écrivant un roman Fahda en arabe algérien, donc il a fait rentrer l'arabe algérien dans un domaine qui ne lui était pas destiné dès le départ. Mais en gros, il y avait ces deux domaines. Donc l'arabe, que moi j'appelle scolaire, parce qu'il est utilisé à l'école et que sa normalisation vient de l'école. Donc l'arabe scolaire est utilisé uniquement à l'école. Et l'arabe algérien n'est pas utilisé à l'école. On peut le regretter, mais c'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Si on allait travailler avec ces deux concepts, le concept de répertoire et le concept de spécialisation socio-fonctionnelle, on n'aurait pas eu déjà tous ces problèmes. Donc on aurait pu développer l'une et l'autre langue, sans qu'elles soient nécessairement en conflit. Malheureusement, toutes les lois qui sont parues durant les années 90 et après avaient visé de faire un nom algérien nouveau. À la George il y a même un chanteur, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, on était un peu copains. À l'époque,
son nom. Mazouni. رجل جديد أنا الرجل الجديد هذا l'Algérien nouveau, c'est pas l'Algérien nouvelle, c'est l'Algérien nouveau à l'époque, il devait parler uniquement en arabe scolaire. Le Wahda al-Wataniya, elle était conçue comme une espèce de superposition, de confusion entre l'usage d'une langue qui est celle de l'école et bien évidemment la population a dit que l'identité, c'est la langue arabe et c'est l'arabité, etc. Et en plus, quand vous dites arabité, islamité, etc., ça renvoie à des substances. Donc ça essentialise le débat sur la culture, sur l'identité, etc. Et à partir du moment où on faisait la confusion entre les deux domaines, c'est le domaine, c'est la langue arabe scolaire qui est celle adoptée par le pouvoir, qui s'est imposée, qu'on a voulu imposer un peu en bousculant la réalité socio-linguistique du terrain et plus particulièrement l'écrasement de l'arabe algérien parce qu'il n'a aucune place, il n'est cité nulle part. Aucune loi ne le cite. Et le fait de ne pas le citer est en lui-même, si vous voulez, symbolique de quelque chose. C'est-à-dire, je ne veux pas te voir. Malgré le fait que tout le monde parle algérien, les gens qui ont gouverné ce pays ont parlé essentiellement l'arabe algérien, et parlaient même plus difficilement l'arabe scolaire. Mais non, il ne faut pas en parler, ça a fait, dans une certaine période, on avait des ministres, etc., qui s'exprimaient un peu comme des aphasiques. Pas à concevoir une idée. Donc ça a créé un réel malaise identitaire, comme je le dis dans mon premier livre. Il y a un malaise. Alors vous êtes algérien, vous êtes un citoyen, simple citoyen, vous parlez l'arabe algérien, vous parlez kabyle ou moussabite ou tachébite ou chaouia, etc., tachébite. Et on vous dit, mais non, vous êtes arabe et en principe vous parlez l'arabe. Parce que si vous ne parlez pas l'arabe, vous portez atteinte à l'unité nationale. Alors que vous êtes en symbiose, vous êtes en harmonie avec tous les peuples algériens. Alors le peuple algérien, moi, je partais du Tizi Ouzou, j'allais à Ouagla, j'allais à Rabdaya, j'allais chez nos amis Chéouia. Je venais souvent en Orange, j'ai rencontré de grandes personnes qui sont devenues des amis, n'est-ce pas? Je me sentais partout chez moi. En étant algérien, en parlant algérien, et l'arabe algérien, et en parlant aussi mon kabyle. Quand les gens ne parlaient pas kabyle, c'est pas tout le monde qui parle kabyle, ça c'est clair. Mais dans l'arabe algérien, c'est comme ça que j'ose l'appeler ainsi. C'est parce que quand moi je parle à Ouagla avec mon parler arabe de Tizi Ouzou, ils me comprenaient, je les comprenais. Il est évident qu'il y avait certains marqueurs régionaux qui posaient un peu problème à tous les locuteurs, mais en gros, on n'avait pas besoin d'interprète. Ça passait. Donc l'écrasement qu'a subi l'arabe algérien, mais aussi toutes les variétés des langues du groupe amazigh. Toutes les variétés. Donc, d'un coup comme ça, on vous dit, vous parlez amazigh, donc vous êtes nécessairement classé contre l'unité nationale. Je me rappelle dans les années 70, à la fac d'Alger, les gens portaient des chapeaux, je ne sais pas comment ça, des chapeaux de paille traditionnels. Des fois, ils mettaient avec le Z une manière d'afficher sa volonté d'être.
il est déjà, mais il a une volonté d'être et d'être reconnu par tout le monde dans sa spécificité. Donc, déjà, les gens, rien que pour ça, ils étaient emprisonnés. Heureusement, on n'est plus là. On est dépassé